Radio Orphie. L'orphelinat, c'est dépassé. Pépino avait raison d'y croire. Le jour du renvoi de Mathieu, c'était un samedi. Comme Pépino dans Les choristes, il ne faut jamais cesser d'y croire. Aujourd'hui, Château Orphie ouvre sa porte à Joëlle Maurice-Munier, psychopraticienne Vitose, anciennement directrice de l'Institut de formation Roger Vitose, ARV. Joëlle, merci d'avoir accepté de venir prendre la parole pour nous parler de la théorie de l'attachement et répondre ainsi aux 7 questions côté psy de Château Orphie. Bonjour à tous, merci beaucoup Sophie de me proposer de parler de l'attachement, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Merci Joëlle. Alors l'attachement, qu'est-ce que c'est ? Moi j'ai vraiment envie de parler des travaux de Winnicott. En premier lieu, c'est un pédiatre psychanalyste britannique des années 60 et il nous permet vraiment de comprendre l'importance pour le bébé de la place et du rôle du parent ou du substitut parental. En fait, le sort du bébé, on le sait, il est totalement lié, dépendant de la qualité et de la constance et de la cohérence et de la fiabilité de l'attention et des soins que lui portera l'adulte. Alors donc le bébé se sentira en sécurité ou en danger selon son entourage bien évidemment. Et voilà, son système nerveux autonome qu'on appelle SNA, en fait il n'a qu'une question qu'il se pose dans toute notre vie. D'ailleurs notre système nerveux autonome se pose la question de savoir si on est en sécurité ou en danger. Voilà, donc ça, ce sont les premiers travaux dont je souhaite parler. Ensuite, il y a bien sûr John Bowlby, qui est psychologue britannique, et qui complète en fait, preuve scientifique à l'appui bien sûr, de la nécessité absolue qu'a un être vivant de s'attacher pour survivre. Donc si le bébé n'est pas relié, attaché à une figure dite d'attachement, il mourra. Alors on sait, de facto, il ne pourra bien grandir et peu à peu apprendre à se détacher au sens de s'autonomiser que s'il a été attaché correctement ou suffisamment correctement, en tout cas en sécurité. C'est important de comprendre que la sécurité du petit dépend aussi de la sécurité de l'adulte. Voilà, c'est sur cette base de liens d'attachement plus ou moins sécures, plus ou moins solides et fiables que l'enfant se construira et donc osera ou pas aller explorer le monde avec plus ou moins ou peu de peur ou de curiosité. Voilà, c'est une alternance entre tenter de faire un pas de plus ou reculer. Voilà, son désir d'explorer le monde sera lié bien sûr à la manière dont il aura été attaché. Et puis à son tour, bien sûr, il tissera des liens sociaux, amicaux, amoureux, avec plus ou moins de confiance, pouvant ainsi rejouer dans ses relations. Il rejouera bien sûr dans ses relations ce qui lui aura manqué. On parle dans ce cas-là de répétition. Et pour tenter de réparer, de s'en sortir une fois pour toutes. Quel rôle l'attachement joue-t-il dans l'existence d'un être qui a perdu ses parents, quel que soit son âge ? Moi, j'aime bien me poser la question déjà à moi-même. Comment je me suis sentie accueillie, vue, reconnue, entendue, crue, comprise ? Est-ce que ça a été suffisamment ? Est-ce que j'ai suffisamment été, en fonction de mes besoins propres, suffisamment eu le sentiment d'être aimée sans jugement, sans trop de jugement, en tout cas trop de jugement, de condamnation, bien évidemment. Et puis, est-ce que j'ai eu suffisamment ma place dans ce monde ? Comment je peux donc naviguer avec ces questions tout au long de ma vie ? Donc en fait, le petit, il aura été suffisamment, s'il a été suffisamment à minima nourri dans l'ensemble de ses besoins fondamentaux, ce sont des besoins fondamentaux d'être vu, accueilli, reconnu, entendu, cru, avoir sa place, être aimé sans condition. Voilà, donc ces besoins fondamentaux, s'ils sont assez nourris, ce qui est bien sûr relatif à chacun, eh bien l'adulte qu'il deviendra ou l'adolescent, l'adulte qui deviendra, vivra
la perte, le détachement suffisamment, sans trop de dommages, sans trop de sensations sans trop de souffrance. Bien sûr, le manque sera là, l'absence sera là, mais elle sera vécue avec moins de souffrance. En tout cas, ça sera moins prégnant. Et il pourra rebondir et avoir ce qu'on appelle cette résilience plus naturellement pour aller vers d'autres sources de nourriture, pour nourrir son besoin d'attachement, parce que ce besoin reste là toujours toute la vie. De nourrir ce besoin d'attachement, c'est indispensable. L'attachement est-il similaire entre un être et sa mère plutôt qu'entre un être et son père? Sur la question de l'attachement, similaire ou pas, entre un enfant et sa maman, et avec son papa ou substitut parental, alors on le sait, il suffit au moins d'une figure d'attachement première, et il est certain que la nature nous montre que naturellement, dès sa conception, l'enfant et sa mère s'attachent l'un à l'autre. Et puis il y a eu tous les travaux en aptonomie, et on apprend aussi bien à la maman qu'aux compagnons et qu'à l'entourage proche à se relier à l'enfant par la voix, le geste, les intentions. Et lorsque l'enfant vient au monde, il s'agit de poursuivre cette dynamique avec l'enfant, qu'il trouve des relais sécures et constants. Et ça lui apprend, bien sûr, peu à peu à se nourrir et aussi à gérer, à se nourrir d'un point de vue émotionnel, affectif, et aussi à gérer les renoncements nécessaires au cours de sa vie. Plus il sera nourri en sécurité sur le plan émotionnel, affectif, plus il pourra supporter que le cordon soit coupé, qu'il y ait le sevrage, qu'il y ait la séparation d'avec le nid après pour aller à la crèche, pour aller à l'école, etc. Et donc le manque en fait aura plus avec ce manque accepté en fait géré avec avec bienveillance et sécurité, il aura plus de chances évidemment de s'adapter aux nombreuses situations qui l'attendent. Alors je recommande vraiment Les Renoncements, c'est un livre donc de Judith Viorst, Viorst, et ça s'appelle Les Renoncements nécessaires, vraiment un livre formidable. À chaque fin de chapitre, il y a vraiment une ouverture et vraiment plein de bienveillance dans ses propos. Que pourrions-nous dire de l'attachement entre une famille adoptive et l'enfant adopté? Eh bien, en fait, c'est sur ces mêmes fondamentaux que l'enfant adopté pourra se construire. En réalité, ce qui est déterminant, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel est et sera le parent adoptif et les intentions qu'il met et mettra dans ses gestes, ses mots, ses attitudes. Et je le répète, même des parents aussi imparfaits qu'ils aient pu être, s'ils ont été suffisamment bienveillants et sécures, en tout cas à minima pour l'enfant, avec de bonnes intentions, une bonne volonté, donc pour apprendre la vie à l'enfant, pour qu'il se construise. Donc celui-ci aura le plus de chances pour s'accueillir lui-même, se voir, se reconnaître à son tour, se croire, s'accepter, s'aimer, sans se condamner, sans culpabilité outrancière, et prendre sa juste place bien sûr, et survivre aux séparations, aux pertes, aux manques, et puis bien sûr à toutes les adversités de la vie. Et dans le cas contraire, si les parents adoptifs ou pas d'ailleurs, pour tout parent qui se sent un peu, tout parent qui se sent dépassé, démuni, impuissant, il y a toujours des relais possibles, des professionnels. Bien sûr, en tout cas des personnes qui naturellement ont ces dispositions, et encore mieux des personnes qui sont passées par ces états compliqués et qui ont travaillé sur eux et appris à s'attacher et à se détacher en sécurité. Et donc ainsi on s'apprend les uns les autres, les uns avec les autres. Voilà, c'est ce qui nourrit nos relations aux autres et notre relation à nous-mêmes. À propos d'attachement et de famille d'accueil, quelle place a-t-il dans ce contexte? Je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle les parents biologiques, parents adoptifs, familles d'accueil, professeurs, les professionnels de la relation d'aide, les frères et sœurs de sang ou de cœur, tous les amis, nous pouvons tous nous reconnaître
dans une intention et une bonne volonté commune de continuer à apprendre à être en relation et à œuvrer pour tisser nos relations suffisamment sécures et saines. Quelles conséquences le manque d'attachement peut avoir dans les possibilités de relations futures entre un ou une partenaire, par exemple? Je le disais donc tout à l'heure, apprendre à s'attacher, apprendre aussi à se détacher. Et puis j'ai ensuite dit apprendre à être en relation, à relationner. Et c'est de fait qu'une fois un premier contact établi avec une personne, le lien il est créé, on le sait. On a tous une peur bleue, enfin c'est vraiment une peur, une angoisse archaïque chez tout être humain, d'avoir peur de perdre le lien. Et en fait, une fois que le lien est créé, il est impossible de le défaire. Après, on peut bien sûr le nier, l'oublier, le renier, le malmener, mais en fait, moi j'aime bien prendre l'image plutôt de voir le lien comme étant comme une corde tissée, pleine, bien serrée, plus ou moins rêche, plus ou moins agréable. Moi je préfère parler d'un canal creux en termes de lien et dans lequel en fait circule de la nourriture affective, la nourriture émotionnelle, la nourriture de l'amour en fait, et de la bienveillance. Et en fait c'est la réponse de l'adulte aux besoins du bébé qui construit la nourriture du lien. Selon vous, exprimer son attachement ou le manque d'attachement vécu ou subi à travers la prise de parole ou à travers les formes d'art peut-il être bénéfique, thérapeutique? Sur le choix des activités pour s'exprimer, exprimer son manque de qualité d'attachement par donc des activités comme le théâtre, la prise de parole, donc à travers des activités comme ça ludiques ou même l'expression artistique, picturale, musicale, toutes ces activités qui sont là pour nourrir nos besoins à la fois sensoriels, puisque toute activité normalement fait rentrer en ligne de compte tous nos cinq sens, comme le jardinage, le sport, prendre des cours de cuisine. Enfin, il y a tout un tas d'activités qui peuvent nous permettre de justement couper le petit vélo mental et émotionnel, nous recharger en termes énergétiques et aussi nourrir nos besoins fondamentaux sociaux, d'être en lien, en relation. Et donc là, je vous invite à aller consulter la pyramide de Maslow. Maslow, c'est M-A-S-L-O-W. Vous verrez bien que tous les besoins physiologiques, mais aussi tout ce qui tient à la relation à soi, la relation aux autres, est fondamental pour la croissance d'un enfant. Donc toute activité après qui peut prolonger ce besoin de nourriture de qualité, avec une nourriture de qualité, est fondamentale. Et donc bien sûr, alors au sein de l'activité, le relationnel donc va être déterminant aussi pour nous permettre d'exprimer, de nous exprimer en sécurité avec des personnes dans lesquelles on a envie, on veut mettre notre confiance. Il faut un minimum de confiance et de conscience aussi de ses besoins pour continuer une relation, rester en relation. Même si l'activité est très plaisante, parfois on va changer d'activité parce que le relationnel n'est pas suffisamment paisible. Merci Joël d'être venu prendre la parole au micro de Radio Château Orphy. Je rappelle que vous êtes psychopraticienne Vitose, anciennement directrice de l'Institut de formation Roger Vitose à Hervé et conceptrice de la Latera Pédagogie. Merci beaucoup et à très bientôt.